Dans cette séquence, nous allons aborder les variations climatiques récentes. Ces variations climatiques sont particulièrement importantes au XXIe siècle. La période actuelle est marquée par un réchauffement climatique initié il y a 150 ans. Par ailleurs, de nombreux indices permettent d'appréhender les variations climatiques à l'échelle du Quaternaire, marquées par des cycles de glaciation. Nous allons chercher à comprendre dans cette séquence comment certains indices géologiques permettent de reconstituer les variations climatiques à différentes échelles de temps. Les glaces polaires, situées au niveau des calottes polaires, constituent des archives glaciaires. En effet, elles ont été formées par un empilement successif de couches de neige transformées en glace année après année. Les glaces contiennent en particulier des bulles d'air datant de l'époque de leur formation, permettant ainsi l'analyse de l'évolution de la composition de l'atmosphère au cours du temps. À l'aide d'outils appropriés, on prélève le contenu des bulles d'air afin d'en étudier la composition. On étudie en particulier les variations du taux atmosphérique de dioxyde de carbone au cours du temps, dans la mesure où il s'agit d'un gaz à effet de serre dont les variations de la concentration peuvent être directement corrélées aux variations de température. On peut constater sur ce graphique une augmentation en 2 temps du taux atmosphérique de dioxyde de carbone depuis 150 ans. Une première augmentation lente et régulière jusqu'au milieu du XXe siècle, puis une amplification de l'augmentation de dioxyde de carbone atmosphérique. Cette augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère peut être corrélée à une augmentation de température. Le début de l'ère industrielle marque le commencement d'un rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère extrêmement important, à l'origine du réchauffement climatique que l'on connaît aujourd'hui. L'évolution du taux atmosphérique de dioxyde de carbone s'inscrit dans le cycle du carbone, correspondant aux échanges de carbone entre ces différents réservoirs. Normalement, le cycle du carbone est à l'équilibre, mais les activités anthropiques, en particulier la combustion de matières organiques fossiles, sont à l'origine de sa perturbation. Après avoir abordé les variations climatiques sur une période très récente, nous allons aborder la dernière glaciation du Quaternaire qui a affecté la surface de la Terre. Nous allons commencer par montrer l'apport de l'étude des boues océaniques à la reconstitution de la dernière glaciation. Les boues océaniques sont des sédiments déposés au fond des océans sur le plancher océanique. Elles sont récupérées au cours de campagnes scientifiques de forage. La carte présentée ici montre la localisation des différentes boues numérotées 1 à 4 qui ont été prélevées au fond de l'océan. Les boues 1 et 2 sont toutes les deux datées de l'Holocène, c'est-à-dire âgées d'environ 10 000 ans, mais elles n'ont pas été prélevées à la même latitude. La boue 1, de latitude 52 degrés nord, a été prélevée au large du Royaume-Uni, alors que la boue numéro 2 a été prélevée à la latitude 66 degrés nord, au large de l'Islande. Les boues 1 et 2 vont donc nous permettre d'étudier les variations de leur contenu en fonction du climat. Les boues numéro 3 et 4 ont été prélevées au même endroit, mais elles n'ont pas le même âge. La boue numéro 3, d'âge Holocène, environ 10 000 ans, est plus récente que la boue numéro 4, d'âge LGM, datée d'environ 20 000 ans. Ces deux boues vont donc nous permettre d'étudier l'évolution du climat pour une latitude donnée. Les sédiments océaniques contiennent des microfossiles des groupes des foraminifères, des diatomées et des radiolaires, ainsi que des grains détritiques. Comparons dans un premier temps le contenu des boues numéro 1 et 2. La boue numéro 1 d'âge Holocène, prélevée dans l'Atlantique Nord, contient un très grand nombre de microfossiles du groupe des radiolaires, alors que la boue numéro 2, toujours d'âge Holocène mais prélevée plus haut en latitude, c'est-à-dire dans un environnement plus froid, contient peu de microfossiles, ici des globigérines, et un très grand nombre de grains détritiques, par exemple des cristaux de quartz. On peut donc en déduire de ces observations que l'abondance des microfossiles est le signe d'un climat plus chaud, alors que l'abondance des grains détritiques est le signe d'un climat plus froid. Dit autrement, l'augmentation dans les sédiments océaniques du nombre de microfossiles associé à la diminution du nombre de grains détritiques atteste d'un réchauffement climatique. A l'inverse, l'augmentation dans les sédiments océaniques du nombre de grains détritiques associé à la diminution du nombre de microfossiles atteste d'un refroidissement climatique. L'étude des boues numéro 3 et 4 va nous permettre d'appréhender les variations climatiques entre moins 20 000 et moins 10 000 ans. On constate que la boue numéro 3 d'âge Holocène, prélevée dans l'Atlantique Nord, contient de nombreux microfossiles et très peu de grains détritiques,
alors que la boue numéro 4 d'âge LGM, prélevée au même endroit dans l'Atlantique Nord, contient de nombreux grains détritiques et peu de microfossiles. De nombreux indices géologiques contenus dans les roches peuvent attester le réchauffement holocène. On étudie ici les variations d'enroulement de la coquille d'un foraminifère. On constate chez ce foraminifère que l'enroulement se fait vers la droite lorsque la température des eaux océaniques est chaude, on parle d'enroulement dextre, ou vers la gauche lorsque la température des eaux océaniques est plus faible, on parle d'enroulement senestre. Comment a varié l'enroulement de la coquille des foraminifères depuis les 15 000 dernières années? Il y a 15 000 et 11 000 ans, l'enroulement était de type sénestre, avec un court épisode d'enroulement dextre. À partir de 10 000 ans BP, on constate une stabilisation de l'enroulement dextre lié à un réchauffement des eaux océaniques, marquant ainsi le réchauffement holocène daté de 10 000 ans. Nous allons maintenant présenter un panorama de la diversité des indices climatiques récents et commencer par l'analyse pollinique. Les tourbières sont des zones qui ont fossilisé un très grand nombre de pollens. En réalisant des carottages, on peut étudier le contenu pollinique des strates sédimentaires continentales. Plus on descend profondément, plus on remonte le temps correspondant aux époques au cours desquelles les grains de pollen se sont mélangés aux sédiments qui se sont déposés. En utilisant des techniques appropriées, on peut extraire le contenu pollinique des sédiments. Les grains de pollen sont caractéristiques de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Or, on sait que chaque espèce végétale est représentative de certaines préférences climatiques. Par exemple, le chêne, le noisetier et le tilleul se développent dans des climats tempérés, alors que le sapin et certaines graminées se développent dans un climat plus froid. L'analyse pollinique du contenu des strates sédimentaires va donc permettre de déterminer le climat pour une période donnée, donc retracer les variations climatiques au cours des temps géologiques récents. Prenons un exemple. Comment le climat a-t-il évolué au cours des 15 000 dernières années dans le Connecticut aux USA? Le document présenté ici est un diagramme pollinique qui montre l'abondance des différentes catégories de pollen au cours des 15 000 dernières années pour une carotte sédimentaire prélevée dans le Connecticut. Ici, le réchauffement climatique holocène déjà évoqué à plusieurs reprises se manifeste par une augmentation de la quantité des pollens de chêne et une diminution de la quantité des pollens de pin et de poacée. Dans ce deuxième exemple correspondant à une carotte sédimentaire prélevée au Burundi en Afrique centrale, on étudie les variations des pollens d'espèces arbustives, climat plus chaud, et d'espèces herbacées, climat plus froid, au cours des 40 000 dernières années. Les multiples variations constatées permettent de montrer les multiples variations climatiques. On peut aussi étudier d'autres fossiles présents dans les carottes sédimentaires continentales. On étudie ici les variations climatiques entre le Pléistocène et le Holocène grâce à une carotte sédimentaire réalisée en France dans la région de Saint-Thibault. Les sédiments contiennent des fossiles de mollusques caractéristiques pour certains de climats froids comme Columella et d'autres caractéristiques de climats tempérés comme Cepae sylvatica. La couche sédimentaire C8-C9 datée de 13 000 ans contient une proportion élevée d'espèces de milieux froids et une faible proportion d'espèces forestières caractéristiques de milieux plus chauds. Dans les couches sédimentaires situées au-dessus, c'est-à-dire correspondant à des couches de moins en moins âgées, on constate une diminution progressive des espèces de milieux froids et une augmentation progressive des espèces de milieux plus chauds. On confirme donc à nouveau le réchauffement holocène. Les moraines glaciaires constituent un autre indice climatique. Au cours de leur avancée, les glaciers vont charrier des blocs de roches que l'on appelle des moraines,
donnant naissance à des sédiments mal classés constitués de blocs rocheux plus ou moins gros formant des thylites. L'avancée des glaciers provoque aussi par frottement des stries à la surface des roches donnant naissance à des roches striées, caractéristiques des vallées glaciaires. Il faut donc comprendre qu'aux endroits où l'on retrouve des moraines, des thylites ou des roches striées, il y avait jadis un glacier. C'est le cas par exemple de cette moraine qui se trouve dans la ville de Lyon et qui atteste donc la présence d'un glacier à ce niveau à l'époque datant de cette moraine. La cartographie des moraines glaciaires permet de reconstituer l'extension des glaciers dans des périodes géologiques anciennes. On retrouve sur la carte de droite l'extension actuelle des glaciers et sur la carte de gauche l'extension des glaciers au cours de la dernière période glaciaire entre moins 120 000 et moins 20 000 ans, correspondant à la glaciation de Würm. On dispose enfin d'indices préhistoriques pour retracer les variations climatiques passées. La grotte Cosquet, près de Marseille, est une grotte à moitié immergée, desservie par une longue galerie de 150 mètres noyée sous les eaux, et dont l'entrée se situe à 37 mètres de profondeur. Les murs de la grotte sont recouverts de peintures rupestres réalisées entre 27 000 et 19 000 ans. Elles représentent en particulier des motifs animaux, dont l'un des plus emblématiques est le pingouin. L'existence de ces peintures montre qu'à cette époque, la grotte Cosquet était accessible à pied sec et qu'elle n'était pas immergée. Cela montre aussi que le climat était froid, comme en atteste la représentation des pingouins ou des phoques. À cette époque, le LGM, le niveau marin était plus bas, en relation avec la glaciation, qui a entraîné une partie du stockage de l'eau des océans sous forme de calottes glaciaires. Les archives préhistoriques représentent donc un très bon exemple d'archives climatiques. Terminons cette séquence en évoquant le cas des terrasses en relation avec le paléo-niveau marin. L'action répétée de la mer au pied des falaises entraîne la formation de structures que l'on nomme des terrasses marines. Elles sont en particulier caractérisées par une accumulation de produits de destruction des falaises comme des galets. Sur certaines falaises, on retrouve en altitude des terrasses marines étagées, qui sont le signe de la présence autrefois à cette hauteur de la mer, ce qui est la preuve des variations du niveau marin au cours du temps. Il faut souligner que parfois l'étagement des terrasses marines peut être lié à des mouvements tectoniques de surréaction qui rendent plus difficile l'interprétation de l'étagement des terrasses. Enfin, on peut souligner qu'il existe aussi des terrasses fluviatiles ou alluviales dont l'étagement permet d'appréhender les variations du niveau marin en relation avec les cycles de Milankovitch abordés dans une prochaine séquence.